Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là et de nous écouter, de faire une place dans votre horaire très chargé, j'en doute pas, pour vous inspirer, apprendre et découvrir d'autres leaders RH comme vous. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Marie-Pascale Bisson, qui est responsable principale pour l'ensemble du Canada pour Grains et Protéines Technologies. Donc, une entreprise dans le domaine agricole, mais la technologie, donc littéralement comment l'innovation peut descendre sur le plancher des vaches ou le plancher des poulaillers. Littéralement, on va nous partager un petit peu comment les technologies... Bon, moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'éléments de techno dans la production animale et surtout de faire ça dans un souci de bien-être animal. Donc, c'est intéressant d'en parler, l'impact sur sa marque employeur, sur le recrutement aussi. Elle a commencé sa carrière à la CNESST, donc à gérer des dossiers, puis par la suite, elle a transféré dans une entreprise pour s'occuper de la santé-sécurité. Donc, elle a connu les deux côtés de la clôture. Elle a sauté la clôture de l'employeur et c'est intéressant, sa perspective. Elle nous donne quelques trucs aussi. On parle de l'utilisation de l'AI. Donc, elle me disait qu'ils sont environ une quinzaine, 16 RH pour 3600 employés. Donc, c'est des ratios quand même importants. Mais comment ils utilisent l'intelligence artificielle pour accompagner le gestionnaire puis pour donner de plus de personnes aux gestionnaires, mais aux employés aussi. Donc, elle nous parle d'un outil particulier qu'ils ont mis en place. Et ce qui est intéressant, je vous dis 3600 employés, mais dans leur cas, ils faisaient partie d'une autre société avant. Donc, on entend beaucoup parler des entreprises qui se font acheter, des fusions-acquisitions, mais dans leur cas, ils faisaient partie d'un gros groupe. Ils ont été séparés du plus gros groupe. Donc, ça fait en sorte que tu es dans une organisation de 25-30 000 employés du jour au lendemain. Tu pars avec un chunk de 3600, mais il faut tout que tu remettes en place. Donc, c'est un contexte d'un peu de start-up, de mise en place. Il faut te remettre des outils, tes procédures, tes façons de faire, mais tu en avais déjà. La transaction se passe la journée X. La veille, tu avais des procédures, tu avais des normes, puis le jour au lendemain, c'est la même équipe, les mêmes gens. Il faut tout que tu remettes en place. Donc, c'est super intéressant. Parle, oui, de technologie et aussi de le travail qui doit être mis comme ressources humaines là-dedans. Elle parle aussi de comment ça impacte la culture. Donc, tu pars d'une organisation qui existait déjà, qui avait une culture, des façons de faire. Maintenant, tu t'en vas dans une autre organisation qui est littéralement une translation de l'organisation sur laquelle tu étais, mais avec des nouveaux propriétaires. Donc, avec une vision, une façon de faire, comment ça impacte la culture. Puis on sait que changer la culture d'une organisation, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, vraiment, une perspective intéressante aussi de comment la culture est influencée par les expériences et les croyances de nos gens, puis ce que les gens vivent dans l'entreprise. Donc, je vous laisse écouter ce super épisode avec la rayonnante Marie-Pascale. J'ai apprécié, puis on s'est trouvé des intérêts communs. On fait toutes les deux de l'impro, puis tout ça. Donc, je vous épargne toutes les conversations hors caméra, mais vous allez voir dans l'épisode, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, bonne écoute. Merci d'être là, puis de partager les épisodes, puis de partager Leader RH autour de vous. Bonjour Marie-Pascale. Salut. Très content de te recevoir au micro de Leader RH. Merci énormément de me recevoir. J'apprécie beaucoup d'avoir cette opportunité de partager mon expérience et tout, là. Merveilleux. Donc, Marie-Pascale Bisson, gestionnaire principale pour le Canada de Grains Protéines Technologies. Oui. On va en parler. On va en parler de qu'est-ce que c'est Grains et Protéines Technologies. Tu m'as appris des choses super intéressantes, fait que j'ai hâte de partager ça sur votre secteur d'activité. Mais si on recule quelques années en arrière, te souviens-tu pourquoi tu as étudié en RH?
Oui, ben en fait, comme mon parcours s'en allait pas du tout vers les ressources humaines. Moi, dans le fond, j'ai toujours voulu aller en sciences de la santé quand j'étais plus jeune. Merci à mes parents de jamais avoir détruit mon rêve de devenir dentiste, même si j'avais pas de minutie ni de patience. Fait que dans le fond, tout mon cheminement, dans le fond, s'en allait vraiment vers les sciences de la santé jusqu'au cégep. Finalement, quand j'ai commencé mes cours de chimie organique, j'ai dit « Ah non, ce sera pas pour moi tout ça ». Et ça m'a amené, dans le fond, à aller faire un bac en administration à l'UQAM, qui, par la suite, m'a amené à faire une spécialisation en ressources humaines dans ce bac-là. Okay. Donc, les aléas de la vie m'ont amené, dans le fond, à découvrir les ressources humaines. Fait que c'était pas nécessairement depuis... Il y en a qui vont se dire au cégep, moi, je vais en sciences humaines et tout. Mais moi, c'est vraiment un peu plus tard que c'est arrivé. En fait, c'est quand j'étais assise dans mon cours de ressources humaines à l'université que j'ai dit, OK, oui, ça, c'est ma branche, c'est ma place. Ça venait chercher le petit côté, j'aime les potins, jaseuses d'école et tout ça, qui venait vraiment me chercher. Là. Donc, fait que ton AA moment est arrivé dans un cours de RH dans le bac général en admin. Oui. Puis, en emploi étudiant, tu travaillais à la santé... À la CNESST. Voilà, CSST dans le temps. Ça va trahir notre âge. Exact. Fait que oui, dans le fond, j'ai travaillé longtemps comme sauveteur et monitrice de natation, ce qui m'a amené, dans le fond, à postuler aussi sur un poste à la CNESST. C'était un poste dans l'escouade jeunesse. Fait que mon background, en fait, de sécurité, dans le fond, dans les piscines, m'a amené à pouvoir comme, avoir une expérience suffisante pour postuler à la CNESST. Je peux t'expliquer un peu c'est quoi l'escouade jeunesse? C'est quoi ça? OK. Fait que l'escouade jeunesse, le concept, c'est des jeunes qui parlent à des jeunes de santé et sécurité. C'est un programme qui existe encore d'ailleurs, si jamais des auditeurs désiraient... Fait qu'on peut faire venir ces jeunes-là dans l'organisation pour parler de santé et sécurité. Exact. Fait que dans le fond, c'est le poste, en fait, là, c'est de faire de la promotion auprès des employeurs de la région pour venir faire là, une activité de prévention en milieu de travail. Donc, c'est vraiment des jeunes de moins de 30 ans qui sont visés, du moins quand moi, je l'avais fait, on les assoyait dans une salle, on parlait c'est quoi leurs droits, leurs obligations. On faisait aussi des erreurs de santé et sécurité sur un board. On les amenait à réfléchir sur des situations problématiques dans leur milieu de travail pour leur montrer, en fait, qu'ils ont un pouvoir d'agir, même s'ils sont là comme à titre d'étudiants. Donc, ça a été ma première expérience, dans le fond, qui m'a amenée à rentrer dans les ressources humaines. Tu as fait ça un été? Oui, j'ai fait ça un été. Ensuite de ça, j'ai eu la chance de faire des inspections avec des inspecteurs dans des chantiers de construction et tout, là, dans le cadre de ce volet de prévention-là. Et ça m'a amené à avoir un autre poste étudiant qui était en indemnisation. Donc, j'ai ensuite continué un peu mon parcours là, à la CNESST pour avoir un poste d'agente là-bas. Donc, j'ai fait autant de la surdité professionnelle, de la maternité sans danger que des admissibilités de cas avec gestion de chronicité. Fait que ça, c'est quoi? C'est des cas qui sont habituellement un peu plus lourds, qui sont, dans le fond, travaillés en tandem. Fait qu'il y a un agent d'indemnisation et un conseiller en réadaptation assigné à une personne. Et dans le fond, leur but de ces deux personnes-là ensemble, c'est de ramener le travailleur au travail le plus rapidement possible. Fait que c'est ça. Fait que dans le cadre de l'emploi étudiant, tu faisais ça ou c'est par la suite dans le vrai emploi après ton bac? Oui, dans le fond, j'ai commencé en emploi étudiant, puis j'ai continué ça tout le temps de mon bac. Okay. Et à la fin de mon bac, dans le fond, il m'avait offert un remplacement de congé maternité qui m'a donné, dans le fond, un emploi à 40 heures semaine. Là. Okay. Il voulait le renouveler, mais moi, j'avais envie, là, vu que j'avais terminé mon bac, de continuer ma carrière professionnelle et d'aller vraiment en ressources humaines. De faire d'autres choses. Mais ça t'a fait connaître le côté CNESST de la réclamation, puis tout ce volet-là. Oui, tout à fait. Puis c'est un super avantage, hein, parce que quand on gradue habituellement en ressources humaines, les premières opportunités sont souvent en recrutement. Moi, j'ai eu la chance de rentrer avec une première expérience qui était en santé-sécurité. C'est une spécialité souvent plus difficile à acquérir. Ouais. Fait que je suis arrivée avec, dans le fond, un bagage en prévention, un bagage en indemnisation. J'ai vu l'autre côté de la médaille, donc tout ce qui est les contestations, les processus jusqu'au BEM, je les ai administrés, dans le fond, du côté de la CNESST, ce qui m'a permis, en fait, quand je suis arrivée de l'autre côté de la médaille,
de savoir un peu comment ça fonctionnait à l'interne. Puis cet autre côté de la médaille-là, ça a été où? Après la CNSST? Oui, dans le fond, j'ai eu la chance d'avoir un emploi comme conseillère en ressources humaines dans l'entreprise Corbec. Corbec, dans le fond, c'est un short pour Corrosion Québec. Dans le fond, ce qu'on faisait comme produit, c'est la galvanisation d'acier. Connais-tu un peu c'est quoi la galvanisation? C'est le processus industriel, là, ça traite le métal? Oui, exact. La corrosion, fait que ça empêche la corrosion. Tu m'as donné un indice? Oui, je t'ai donné Quelle couleur cheval blanc de Napoléon? Je suis pas grand-mère. J'adore. Fait que dans le fond, peut-être que les auditeurs vont l'avoir en tête, surtout s'ils conduisent en même temps d'écouter le podcast. Quand on roule sur la route, là, il y a les lampadaires, tous les garde-fous sur le bord des autoroutes. Ça rouille jamais, en fait, c'est parce que c'est traité au zinc. Donc, dans le fond, ils vont tremper les pièces de métal dans différents bassins d'acide pour enlever la rouille. Et il y a un traitement qui est fait dans le zinc liquide en fusion qui vient s'agglomérer dessus. Donc, ça fait en sorte que le produit ne va jamais se rouiller. Fait que c'est produits chimiques, produits industriels, tout ça, tu tombes en santé-sécurité dans ça. Fait que c'était un beau terrain de jeu. C'était un très beau terrain de jeu. C'était le fun aussi parce que la compagnie a 3 usines au Québec. Donc, c'est des beaux défis là, d'aller pouvoir aller voir différentes usines qui avaient des installations qui faisaient la même chose au final, mais ils étaient quand même différentes dans la configuration, dans l'ergonomie, dans les outils qui étaient utilisés pour le métal. Fait que c'était le même procédé qui se faisait dans les 3 usines. Oui. Puis il y avait ils pouvaient avoir des normes différentes, des méthodes de travail des méthodes de travail différentes. Comme par exemple, ils ont ouvert pendant quelques années avant que j'arrive une usine à Québec qui a fait, dans le fond, qui ont fait en sorte que les installations étaient de manière différente que celle à Montréal pour optimiser l'ergonomie des travailleurs. Donc, ouais. Là, tu t'occupais de prévention, mais tu faisais aussi pas de l'indemnisation, mais des réclamations l'autre côté. Comment ça te prépare de sauter l'autre bord de la clôture? Oui, bien, c'est ça. Ça fait en sorte que, je connaissais surtout une partie, mettons, de tout ce qui était la gestion des dossiers. Fait que ça, j'étais capable d'être autonome puis de le faire par moi-même. Mais par exemple, les contestations, moi, je traitais à la CNSST l'autre côté de la médaille. Fait que c'était juste de transférer ça à l'équipe qui allait faire la gestion, dans le fond, des réclamations puis l'analyse légale, dans le fond. Mais là, étant l'employeur, j'étais maintenant responsable de faire ces contestations-là. Donc, dans le fond, mon premier réflexe a été de chercher au Centre patronal en santé et sécurité. C'est une organisation, un organisme? Oui, c'est une organisation qui donne plein de formations en santé et sécurité. Tant si on cherche comment gérer les 14 premiers jours, comment on calcule ça, un taux de la CSST, comment on calcule qu'est-ce qu'il faut payer à la CNSST, comment on peut challenger des dossiers. C'est des grandes formations qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Conseil patronal de santé et sécurité? Oui, le Conseil patronal en santé et sécurité. OK. C'est vraiment c'est une super ressource. Là. Fait que j'ai commencé à aller par là-bas pour apprendre un peu plus la vision de l'employeur, comment on gérait ces dossiers-là. Et ça fait que le premier mandat aussi, c'est une fille qui arrive dans une shop de gars. OK. Il y avait ça. il y avait aussi ça. Je voulais pas non plus arriver puis juste imposer des méthodes de travail parce que ces gens-là connaissent beaucoup plus que moi qu'est-ce qu'il fallait faire là, en termes de tâches. Fait que ça passe beaucoup par de l'écoute, de l'apprentissage, de la compréhension des procédés. Moi, en ressources humaines, je trouve ça très important qu'on ne fasse pas juste des ressources humaines. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue, puis dans lequel nos employés vivent, puis comprendre leur réalité pour trouver, dans le fond, les meilleures solutions en termes de santé et sécurité. Dans le fond, si on prend... Plutôt que débarquer avec tes gros sabots, dire c'est comme ça que ça va se faire, ou il faut faire ci ou faire ça. Comprendre leur procédé à eux. Je suis vraiment d'accord. Oui. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan
des leaders RH d'ici. Puis, alors juste entre toi et moi, là, mettons des trucs, comment on doit aborder ça. Un dossier réclamation, toi qui as connu les deux côtés. Oui. Ben, tu sais, je vous dirais que la majorité des dossiers se règlent vraiment rapidement. Tu sais, c'est pas vrai que les employés sont mal intentionnés. Il y en a très, très peu, là, des dossiers à la CNSST sur le volume qui est reçu. Malheureusement, il y a encore des accidents et tout, là. Mais sur la quantité de volume, il y a très peu de cas qui sont vraiment problématiques, là. Ce que j'ai pu voir de l'autre côté de la médaille, c'est les gens, ils veulent retourner au travail, ils veulent reprendre leurs tâches, ils se sentent gênés aussi d'être sur la CNESST. Là. C'est pas quelque chose que les employés, en fait, étaient fiers là, quand nous, on les appelait pour faire des suivis de dossiers. Donc, c'est ça. Fait que l'autre côté de la médaille versus les contestations et tout, c'est de bien comprendre, dans le fond, sur quoi on peut aller débattre un dossier. Fait que ça veut pas dire nécessairement qu'il faut aller contester chacun des dossiers, mais s'il y a une faille, oui, on peut y aller. OK. Puis là, chez Corbec, tu as été là combien de temps? Environ 5 ans. Okay. Dans le fond, mon premier mandat, c'était en santé et sécurité. Puis ça a évolué avec le temps. Exactement. Okay. Fait que ça a évolué avec les relations de travail, avec du recrutement, de la dotation. On a bâti un projet qu'on a vraiment eu du plaisir à faire, là, c'est on avait fait un gros projet ergonomique. Puis là, on voulait responsabiliser les employés parce que c'est une compagnie qui est sur 3 quarts de travail. Fait que je pouvais pas nécessairement faire l'intégration de santé et sécurité ou ergonomique ou tout ça toute seule. Donc, on avait développé avec une ergonome de Québec une formation qui pouvait être donnée par des champions. Donc, sur chacun des corps de travail, on avait des champions qui étaient des employés, qui n'étaient pas des chefs d'équipe nécessairement, vraiment des employés qui avaient les capacités de donner ces genres de formations-là, que les gens écoutaient, qui étaient des leaders, par l'exemple. Donc, ces gens-là assoyaient les nouveaux employés dans une salle. Puis, on avait vraiment un genre de quiz. On avait plein de choses qui étaient faites avec l'ergonome pour s'assurer que les risques étaient compris par les employés, puis qu'on comprenait aussi toutes les solutions qu'on pouvait mettre en place ergonomiquement. Donc, tu utilisais tes gens en interne comme agents de changement, puis tout ça, au lieu de toi être sur tous les corps de travail pour couvrir. Est-ce que ça donnait Est-ce que c'était juste d'un point de vue logistique ou ça donnait aussi de meilleurs... Ça donnait vraiment des bons résultats parce que les gens, en fait, c'était des gens qui font le travail, qui expliquaient à d'autres gens qui font le travail. Fait que c'était plus crédible que toi qui arrivais. Puis... Avec mon petit veston pour Donc, non, c'est ça. C'était vraiment plus crédible quand c'est des employés. Puis en plus, ça leur faisait une référence. Fait que c'était pas seulement... On avait commencé juste avec le côté ergonomie, mais on a évolué aussi cette formation-là pour ajouter des contrôles de qualité, par exemple. Fait que, OK, on a un fer-angle qui est comme un coin, en fait, là, qui est galvanisé. Maintenant, il faut faire un petit touch-up de zinc dessus. Fait qu'on avait ajouté la façon de faire les touch-ups, comment on allait faire un buffer avec comme un outil. Fait que c'est devenu aussi un outil qui était utilisé à plus grande échelle. Fait que ça devenait aussi, pas juste la santé et sécurité, mais de la formation métier en tant que tel. Exact. Ça a fait vraiment comme un processus de onboarding avec une responsabilisation des employés. Okay. Ça faisait en sorte, en fait, que les employés, quand ils étaient sur leur corps de travail, qu'ils avaient une question supplémentaire, ils pouvaient aller voir la personne qui a donné la formation. Cette personne-là restait accessible. Okay. C'est quelle grosseur d'organisation à peu près, Corbec, à cette époque-là? C'était environ 450 employés. Puis au RH, vous étiez combien? Il y avait moi, mon mentor qui était directeur en ressources humaines, Clément Guy Bernard, qui est probablement le meilleur mentor que je vais avoir eu de ma carrière. On le rajoute sur la liste des On le rajoute. On le rajoute sur la liste. Et dans le fond, on avait aussi Roxane qui était à Québec. Donc, on était un trio, dans le fond, pour 450 employés. OK. Fait que c'est quasiment un par usine, puis... c'est ça. Puis on avait celle-là à Princeville, il y avait une personne qui faisait un peu hybride, là, ressources humaines, comptabilité. Là, donc, ouais. OK. Intéressant. Puis comment comment Grain Protéines, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça changeait de nom. Changeait de nom là. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça? Dans le fond, pendant le COVID, il y a eu ce qu'on appelait les mesures essentielles, les entreprises essentielles au début du COVID, que dans le fond, tout le monde était fermé presque, puis il y avait seulement les compagnies essentielles. Donc, à cause des fermetures, j'ai perdu mon emploi.
On était plusieurs là, à être dans la même situation. C'est l'emploi sur lequel que j'ai postulé et lequel que j'ai obtenu, que j'ai toujours actuellement. C'était un emploi que je voulais faire 5 ans plus tard. C'était comme ton target oui. plus loin, mais il arrivait là. Il arrivait là. Fait que c'était aussi, tu sais, je viens juste de le mentionner, là, j'avais un super mentor. Fait que là, c'est voler de ses propres ailes en étant la seule ressource humaine. Ça a été quand même un step important, surtout que le premier mandat, c'était de la gestion de COVID. Qui est, tu sais, j'ai pas d'expertise médicale ni rien. Fait que c'est de, tu sais, toute l'application au début du COVID, les ressources humaines, on était assez sollicités là, pour tout ce qui était. Fait qu'il y avait personne au RH, c'est un poste qui créait. C'était un remplacement. Ah, c'était un remplacement. Oui, c'était un remplacement. Fait que toi, tu arrivais dans cette organisation-là, puis tu devais gérer la COVID. Exact, oui. Puis qu'est-ce qu'ils font comme, comme produit ou procédé? Ça gère-tu bien la COVID dans ce que vous faites? Oui, ben c'était quand même bien. On a beaucoup insisté sur le télétravail. Donc, un peu, je peux t'expliquer notre site à Saint-Hubert, qu'est-ce qu'on fait. Nous, ce qu'on a, c'est des employés qui font de l'ingénierie. Fait qu'on part de l'idée, on part du logiciel et on fait de la conception jusqu'à la fabrication de nos produits. Donc, nos produits, c'est quoi? Ça ressemble un peu à une boîte électrique. Fait que c'est comme une boîte rectangle ou carré. Et ça s'en va dans les fermes pour faire de la gestion automatisée des fermes. Donc, nous, notre principale volonté, en fait, c'est le bien-être des animaux. On veut s'assurer que les animaux puissent avoir le plus de liberté possible puis le plus de bien-être parce que plus qu'un animal d'élevage est heureux, plus que, dans le fond, il va avoir une meilleure rétribution là, à la fin. Là. Fait que nous, on part, dans le fond, on incite à avoir des technologies dans ces fermes-là. Fait que je vais donner un exemple, par exemple. On est dans une ferme, on a mis à l'extérieur un weather station. Fait station météo. Oui, exact. Fait que la station météo est à l'extérieur de la ferme. Il commence à venter. Fait que là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les côtés de la ferme s'ouvrent pour arrêter la ventilation et laisser rentrer l'air frais. Fait qu'on a, dans le fond, des weather stations qui vont passer le vent à l'intérieur. Fait que là, on sait dans quelle direction le vent arrive pour savoir exactement quel panneau on doit ouvrir. Fait que là, les sensors dans la station météo comprennent comment le vent arrive. Ça part, dans le fond, dans l'intelligence de nos produits. Là, nos produits savent, OK, on doit arrêter la ventilation, mais là, avec la quantité de vent, quel qu'on arrête, quel qu'on continue, est-ce qu'on fait juste diminuer ou on arrête complètement? Et là, ça rentre, en fait, ça ferme la ventilation, ça ouvre les rideaux, là, dans le fond, pour les entrées d'air pour rentrer le vent à l'extérieur. Donc, ça, c'est une chose. Fait que c'est une mesure d'économie d'énergie, mais aussi de bien-être animal. Exactement. Parce que avoir l'air frais dans la crête de coq. Okay. Un autre exemple, c'est les poulets sont très sensibles à tout ce qui est la lumière. Fait que si on ferme les lumières d'un coup, ben les poulets vont faire des crises cardiaques. Fait que, dans le fond, ouais. Fait qu'on avait parlé ensemble de la chair de poule. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, il faut vraiment que quand on change les lumières dans les fermes, il faut que ça soit fait doucement pour que les poulets puissent s'acclimater. Mais par exemple, quand il y a une panne de courant, habituellement, tout ferme d'un coup. Mm-hmm. Fait que nous, dans nos produits, par exemple, on a une batterie de deuxième et de troisième pour que les lumières s'éteignent tranquillement. Tranquillement, ou que tout soit géré. Parce que, veux pas, si la température chute, s'il n'y a plus de dispositif qui amène de l'eau automatiquement aux animaux, s'il n'y a plus de dispositif qui amène la nourriture aux animaux, là, on parle de plusieurs pertes. Là. OK. Fait que c'est vraiment technologique. Fait que c'est des programmeurs puis des gens qui fabriquent ces contrôleurs-là puis ces systèmes-là. Puis c'est peu connu. Quand tu arrives en recrutement, grains, protéines, technologie, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a, qui on est, qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, puis t'embauches, tu te bats contre d'autres qui embauchent des programmeurs, puis des ingénieurs logiciels, puis tout ça. Ce qu'on dit souvent aussi dans notre processus de recrutement, c'est que quand tu es une personne qui fait du jeu vidéo, tu vas faire du jeu, tu es un programmeur de jeux vidéo, tu vas faire du jeu vidéo, mais c'est super le fun, c'est super valorisant. Il y a beaucoup de plaisir associé à ça. Mais le développement logiciel qu'on fait avec nos développeurs donne un sens. Il y a vraiment
s'ils se trompent dans le code, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on s'entend que c'est tout de suite répercuté sur des vies animales. Donc, c'est très valorisant aussi d'être capable de dire comme que notre travail est d'assez grande qualité pour avoir un impact direct, là, dans le fond, sur les animaux d'élevage. OK. Puis, est-ce que, tu sais, tu m'apprends ça, mais dans ma tête, c'est pas si technologique que ça, des fermes, mais il y a de la place à l'innovation, puis tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une ouverture du marché? Est-ce que les gens sont là, puis d'arriver avec des nouvelles technologies, des nouvelles idées, puis d'être créatif quand même là-dedans? Oui, dans le fond, il y a de la place, mais il y a aussi de la résistance. Fait qu'on a dans le fond, des clients qui sont un peu plus vieux jeux, puis on en a qui sont vraiment plus nouveaux qu'eux, ils cravent là, la technologie. Fait que comment on navigue à l'intérieur de ça? C'est en offrant des produits qui permettent d'être adaptés. Fait que, mettons, nous, toutes les données qu'on fait sont accessibles sur le téléphone cellulaire. Fait que la personne peut être dans le champ en train de travailler, puis là, elle va voir qu'il manque d'électricité dans sa ferme ou qu'il y a un problème avec le chauffage ou le taux d'humidité. Donc, c'est d'avoir le tout à portée de main. Fait que là, tu as une alerte. Donc, nos jeunes un peu plus technologiques, les fermiers un peu plus technologiques, vont être capables de le prendre sur leur application et ils vont faire une confiance, dans le fond, dans le système qui est dans la ferme pour s'ajuster. Nos un peu plus résistants, ce qui arrive, c'est que eux on le voit plus pour, regarde, tu le sais que tu as un problème avec ton humidité, amène tels outils quand tu vas aller dans ta ferme. Fait que c'est d'aller, dans le fond, vers où est-ce que tu as tes animaux, mais en étant informé d'avance. Fait que c'est un peu comme ça qu'on réussit à vendre là, nos produits technologiques à différentes... Je pense que c'est envoyer une alerte sur un Padjet. Quand OK. Fait que c'est quand même intéressant. Puis, est-ce que le côté formation puis développement, tu sais, un ingénieur logiciel qui arrive chez vous, est-ce que d'un point de vue formation, vous devez le préparer au secteur d'activité ou ça? Ou oui. Oui, parce qu'il ne faut pas perdre cette connaissance-là aussi. Là. On a des systèmes qui sont complexes. Parce qu'il y a des systèmes qui ont été développés avant le AI. Donc, c'est toutes des redondances, puis des si, puis c'est quand même vraiment complexe là, comme système. Fait que oui, il y a une courbe d'apprentissage qui est importante, dans le fond. Mais on a en place, on a comme des buddies aussi dans notre système d'intégration qui nous permettent, là, dans le fond, d'arriver à... Puis d'apprendre tout ce qui se passe, parce que pour innover puis créer, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir besoin... faut que tu connaisses le secteur d'activité. Puis ça fait partie de la formation d'accueil et intégration que vous gérez, vous autres. Et on invite aussi, à mon sens, c'est 1 ou 2 fois par année, on invite les employés à mettre leur nom pour une pige pour aller visiter une ferme. Okay. Fait qu'il y a des employés, dans le fond, de la comptabilité, des ressources humaines. On peut tous aller, dans le fond, mettre notre nom dans ce chapeau-là pour y aller. L'importance de donner du sens puis de voir le produit puis... Qu'est-ce que l'entreprise fait en tant que telle? Oui. On a parlé de les technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle dans les produits, oui, mais en RH, c'est quoi ta posture là-dessus? Ma posture, un peu, c'est... Ceux qui n'embarquent pas dans le AI en ce moment, ça va être un peu comme en 2000, quand les gens ont refusé d'aller vers Internet. C'est presque pas viable. Fait que ma posture un peu, c'est essayons d'amener les technologies avec nos employés le plus rapidement possible pour que la courbe d'apprentissage soit moins abrupte. Fait que, par exemple, je peux donner un exemple d'un logiciel qu'on a ajouté dans notre compagnie. Parce que peut-être que je ne t'ai pas mentionné, là, mais notre entreprise est mondiale, puis on est 3600 employés. Et on est seulement 14 vrais RH. Donc, 14 sur 3600. Oui. OK. Fait que le ratio, c'est presque 1 pour 300. Là. Donc, nous, on n'a pas le choix d'avoir des outils qui nous aident, dans le fond, à faire un peu de la gestion quotidienne. Fait que là, c'est ça. Fait que là, où je m'en allais avec tout ça, c'est qu'on a introduit un AI qui s'appelle... c'est disponible, on peut l'acheter. La compagnie, c'est Valence, puis c'est Coach Nadia qui est le produit.
Donc, Coach Nadia, en fait, c'est un outil qui permet aux employés, s'ils ont un conflit, par exemple, avec un autre employé, ils peuvent aller, en fait, dans Coach Nadia, puis ils expliquent leurs problèmes. Puis le AI est vraiment bien développé sur le côté social. Donc, ils vont être capables, avec le AI, d'aller voir qu'est-ce qui... le AI va poser des questions. Ça peut être aussi un text-to-text. Dans le fond, on peut faire un role-play, dans le fond, avec le AI. Et c'est disponible dans plein de langues, donc ça peut être aussi en français. Et en fait, avec ça, ça nous permet de gérer des conflits, trouver des pistes de solutions directement sans que nous, comme RH, on ait nécessairement besoin d'intervenir. Un autre exemple, quand on fait l'embauche d'un nouvel employé, on voudrait avoir un plan de 30, 60, 90 jours de formation. Bien, le AI, on est capable de dire, voici à peu près la personnalité de l'employé, voici ce que j'aimerais qu'il apprenne comme poste. Et le système va nous remettre, dans le fond, un plan de formation sur 90 jours avec le gestionnaire. Mais tout ça adapté à votre contexte puis à votre organisation. Exact. Okay. Fait qu'on est capable, si on le désire, là, on peut aussi, comme employeur, rajouter les valeurs corporatives. Nous, on a préféré le laisser sans trop d'intervention de la compagnie pour le laisser le plus authentique possible. Mais oui, fait que c'est un super outil. Par exemple, dans les one-on-one avec nos gestionnaires, nous, on incite les gestionnaires à utiliser cet outil-là pour bâtir leur one-on-one. Si, par exemple, souvent, les one-on-one, ça devient qu'un employé vient dans ton bureau, vous parlez des problèmes pendant 5 minutes, puis après ça, hey, bon, ben merci, bonne journée, on retourne à nos tâches. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut personnaliser l'expérience employée. On veut vraiment que les employés se sentent appréciés et tout. Donc, le AI peut nous aider à faire ça. Donc, OK, bon, mais là, je vais rencontrer Simon, par exemple. Bon, ben, j'ai comme pas de sujet à lui parler. Qu'est-ce que tu me suggères? Fait que le AI va pouvoir générer des idées pour parler dans le one-on-one puis construire la relation. OK. Fait que c'est autant un outil pour le gestionnaire qui a besoin de faire un feedback, quoi que ce soit, de dire, fait qu'au lieu qu'il aille voir son RH pour faire ça, il parle avec Coach Nadia qui va l'aider. Qui va l'aider à le faire. Oui. Puis, est-ce que c'est perçu comme négativement de la part de vous? Je dis, ben, c'est nous autres qui devraient faire ça. Ou comment ça a été perçu dans ton équipe? En fait, ce que moi, je perçois un peu, c'est que des fois, les gestionnaires ne veulent pas nécessairement nous donner toutes leurs difficultés. Tu sais, c'est quand même... moi, j'ai des one-on-one aussi avec eux, mais ils ne veulent pas nécessairement nous transmettre tous les problèmes qu'ils ont parce qu'on est quand même plugué avec la haute direction. Fait que le fait d'avoir cet outil-là qui est anonyme leur permet d'enlever la confrontation puis ils peuvent être plus authentiques aussi dans le produit. Ça permet aussi, par exemple, quand on arrive dans les évaluations de performance, autant les employés que les gestionnaires ont accès à cet outil-là. Donc, admettons qu'on veut faire un feedback ou on veut parler d'un objectif précis. L'employé peut faire un role-play avec Nadia et le gestionnaire aussi pour pratiquer le feedback. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est juste un intermédiaire, en fait, là, qui pourrait aider. Donc, ils vont se préparer, mais ça ne les empêche pas qu'ils doivent faire le feedback en vrai. Oui. Mais au moins, ils ont pu se préparer puis se challenger. C'est ça. Puis l'outil va les challenger puis donner comme, OK, bon, ben ça se peut que cette personne-là, à cause de son historique que tu m'as dit, te challenge en disant ça, c'est ça. Fait que là, ça permet de pratiquer là, des réponses aussi. Là, OK. Pour être plus authentique. Dans ton rôle comme gestionnaire, là, tu t'occupes de tu dis 3600 employés dans plein... Toi, tu t'occupes du Canada? Oui, dans le fond, mon rôle, moi, je m'occupe du Canada. Je suis la gestionnaire senior pour le Canada et je fais aussi toute la gestion de projets mondial pour, par exemple, on vient d'implémenter un nouveau HRIS. Donc, ça, c'est moi qui étais le project lead sur l'implantation de ça. Tu sais, quand on est 14 employés en ressources humaines pour une si grande corporation, ça fait en sorte que nos chapeaux, on en a plusieurs. Ouais. Mais moi, j'adore ça, travailler sur des projets d'amélioration. C'est pour ça un peu ma patronne à me feed avec ces projets-là. Ouais. Puis tu te trouves à relever du mondial ou de l'unité au Canada? Moi, je relève de la VP en ressources humaines qui est située aux États-Unis. Et c'est ça. Fait elle est directement avec le CEO. Okay. Juste sous sa supervision. OK.
Tu dis on a implanté un HRIS, on a mis des outils en place. J'ai cru comprendre que vous étiez plus gros. Oui. Fait que vous êtes une division où vous êtes exclu d'un groupe qui est encore plus gros. Là. Exactement. Fait que quand moi, j'ai été embauchée au début du COVID, la compagnie s'appelait AGCO, fait que Agriculture Company. C'est une compagnie qui était 24 000 employés à travers le monde. C'est la compagnie qui fait Massey Ferguson, Fendt, qui est des gros tracteurs, dans le fond, agricole. Et dans le fond, 90 % de la business, c'était vraiment de la machinerie agricole, puis 10 % c'était grains et protéines. Fait que grains, on parle de silos à grains. Donc, sur le bord des autoroutes, on en voit, là, des silos gris. La principale marque que nous avons, c'est GSI. C'est un logo jaune et vert, et noir, excusez. Donc, GSI c'est dans le fond la majorité là, de notre core business aux États-Unis puis au Canada. Ouais. Fait que toi, tu rentrais dans cette grosse corporation-là. Oui. Vous n'étiez pas 14 à l'époque. Fait que je comprends que le 10 % de grains et protéines, c'est ça qui a été sorti. C'est ça qui a été sorti, exactement. Fait que ça, on est parti, on a été acheté par une private equity. La transaction a eu lieu en novembre 2024, donc c'est tout récent. OK, c'est tout récent. C'est tout récent. Donc, on a perdu tous nos centres d'expertise qu'on avait avec AGCO. Là, on avait un département qui faisait compensation, total reward, les benefits. On avait un autre qui faisait talent acquisition, talent management. On avait vraiment des pôles d'expertise. Donc, nous, en se séparant, on n'a plus eu ces pôles-là. C'est comme si tu te mets à bâtir une business. Ah, c'est littéralement. Littéralement. Mais tu rebâtis des nouveaux processus, des outils, tout ça, mais tu arrives d'une organisation qui en avait. Fait que as-tu un peu la liberté de. Tu fais-tu un copier-coller ou tu peux mettre ça à ta sauce? Bonne question, hein? Mais notre CEO est très, très actif. Là. Dans le fond, lui, il veut qu'on réduise au maximum le nombre de processus puis de personnes impliquées. Donc, notre travail, dans le fond, notre premier travail, ça a été qu'est-ce qu'on peut enlever dans nos processus? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Donc, de tout repenser. OK, on fait une augmentation de salaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir le deuxième niveau d'approbation plus le contrôleur, plus? Donc, est-ce qu'on a besoin de tout ça ou on peut juste aller vraiment plus simple? Donc, on a eu un gros travail de processus à faire. Là. Puis, dans le fond, on est allé de l'avant avec Dayforce comme système de HRIS. Aux États-Unis et au Canada, on était déjà intégré avec le payroll et tout ce qui était les vacances avec ce système-là. Mais c'est aussi un nouveau système que le reste du monde ne connaît pas. Donc, il a fallu faire aussi beaucoup d'éducation. On a fait des sessions pour les gestionnaires, les employés, les RH. Et vu qu'on est juste 14, on a demandé aussi que tout le monde se prononce sur les différents modules qu'on impliquait, qu'on implantait, en fait, puis la configuration qu'on allait avoir avec ça. OK. Fait que tu as l'expérience du groupe. Tu n'as plus tes centres d'expertise. Oui. Tu te retrouves une pas mal plus petite équipe. Puis tu as un peu un contexte de start-up, mais dans une business qui roule déjà, puis qui a des employés, puis des contrats, puis... Puis aussi, vivre beaucoup de changements. Parce qu'avec, par exemple, la grande corporation, c'est une grande corporation. Là. Fait que c'était presque gouvernemental comment c'était géré. Parce que, veux pas, c'est ce qui arrive avec une entreprise de cette taille-là. Et là, les employés aussi, c'est beaucoup de changements. Parce que, par exemple, dans le HRIS, vu que nous, on n'a plus toutes les ressources qu'on avait en ressources humaines, il faut maintenant comme les changements de coordonnées puis tout ça, les employés ils doivent le faire en self-service maintenant. Donc, il y a de l'éducation, il y a de la gestion de changement et tout. Là. Ce qui était offert par anciennement, il y avait un service téléphonique, puis tu vas gérer ça. Exact. Tu vas le faire. Puis cette gestion de changement-là, ça se passe comment? Là, tu as implanté le... T'as-tu terminé l'implantation? Oui, là, c'est implanté depuis 3 semaines. On se croise les doigts, on touche du bois. La gestionnaire de projet que j'ai devant moi est contente de oui, ça. ça a été vraiment... je peux parler principalement pour la gestion de changement pour ce projet-là, mais ça a été de la communication, des formations. Aussi des systèmes que... Parce qu'on n'avait plus le ticket IT non plus. Là, on n'avait plus ce service-là. OK, c'est vraiment
tout. On là. repart from scratch. OK. Mais la business roule, mais il faut te repartir. Exact. Puis il faut doubler les bidas. Donc, ouais. Donc là, c'est ça. Fait on devait aussi avoir un fallback parce que si les gens n'étaient pas capables de se connecter sur le système, il fallait qu'ils puissent nous rejoindre pour dire, écoute, je suis pas capable de me loguer, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Donc, on a dû aussi implanter le système de tickets de RH pour gérer, dans le fond, ces problématiques-là. Fait que ça a été, c'est ça, de la communication, mais aussi de comme, rendre les gens excités par le changement. Le fait de... Comment on peut rendre excité? Pour un HRS. Déjà que le monde ne soit pas vraiment excité pour un HRS. Tu sais, c'est externe, là, c'est pas dans le concret. C'est quoi ta recette? Ma recette. Ça a été, dans le fond, comme d'acheter des modules qui nous permettent de centraliser les choses. Fait que, par exemple, nos employés avaient accès à LinkedIn Learning. Bon, mais on était capable de prendre les formations qui sont implantées dans LinkedIn Learning et de les pousser dans notre HRIS. Donc, Tout est devenu comme un peu un self-service. Vraiment, là, que tout y est accessible par un seul système. On a aussi la possibilité de tous les sondages d'engagement. Ça va être maintenant sur cette plateforme-là. Donc, ça limite le nombre de plateformes RH que les employés avaient à consulter. OK. Le fait de centraliser. Puis ça a été combien de temps au total, ce projet-là? Ce projet-là, on l'a parti en novembre. De novembre à janvier, ça a été un peu plus comme la négociation de contrat et tout ça. Puis en janvier, on a commencé là, à vraiment collecter toutes les données, rencontrer les Fait que janvier 2025. Oui, à juillet. Puis là, juillet, on était go live. Go live. OK. Content. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Bonne question. On avait sorti une immense liste là, de choses qu'on ferait différemment. Je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus d'implication des parties prenantes. Fait que dans le fond, il y a comme une chose qu'on a appris un peu plus tard que les IT avaient à gérer dans le HRIS, comme, mettons, Active Directory, qui est comme qu'est-ce qui fait en sorte que Outlook parle, dans le fond, avec le HRIS, puis on n'a pas besoin de enlever puis remettre les employés qui arrivent puis qui s'en aillent. Fait que ça, en fait, il y a eu comme un délai parce que nous, on n'a pas pu... On va pas être synchronisé, dans le fond, avec les nouvelles adresses courriel et tout. Fait qu'il y aurait peut-être une synchronisation qui serait comme plus au niveau de tous les départements pour être sûr de pas juste avoir comme un projet. Tu sais, on a consulté les autres, on les prenait aussi, là, mais d'avoir vraiment comme un plan qui est plus global. On aurait aussi dû impliquer, on a communiqué énormément, mais ça a été, à mon avis, un peu trop tard dans le projet. Donc, on aurait dû impliquer ces gens-là depuis le début du projet, comme ça, ils auraient pu comprendre un peu plus tous les changements qu'on avait à faire. Fait que quand on est arrivé comme en avril, on n'avait pas besoin de réexpliquer tout le projet du début pour aligner avec les communications. Fait que ça serait peut-être deux choses que j'aurais changé dans la gestion de projet. Par contre, les gens savaient pourquoi vous le faisiez parce que c'était un carve-out puis vous sortiez de AGCO puis en tant que tel versus quand tu changes un système pour changer un système. Oui, pour le plaisir. Là. Pour le plaisir ou parce que tu as vraiment des insatisfactions. Des fois, c'est pas... tu vis pas les mêmes problèmes comme utilisateur principal. T'as des trucs qui te gossent dans ton logiciel que les employés n'ont pas nécessairement. Ils disent, pourquoi on change ça? Puis je vais lever mon chapeau à tous les employés qu'on a parce que depuis le début du carve-out, il faut sortir de tout. Là. La façon qu'on fait les budgets a changé. La façon, il y a tellement de choses que les gens vivent en changement. C'est pas seulement le HRIS qui vivent, c'est tout, plus un changement de culture aussi. Donc, ça fait en sorte que ça fait beaucoup là, pour tous nos employés qui restent. Là. Puis, comment tu peux influencer ou s'acheter de la culture, ça ne change pas du jour au lendemain, puis c'est pas en étant vendu. Tu sais, c'est des valeurs qui ont changé chez vous, des façons de faire. Quand tu dis changement de culture, concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Oui, fait qu'il y a beaucoup de changements de culture en termes de comme l'orientation est vraiment vers le EBITDA, qui est comme la profitabilité. Nos sites, dans le fond, de grains protéines ont été vendus moins cher que qu'est-ce que AGCO avait payé pour nous pour acheter, dans le fond, ces acquisitions-là. Donc, maintenant, vu qu'on n'est plus une entreprise qui est enregistrée là, sur le marché des actions, on est vraiment détenu par une private equity. Ça fait en sorte qu'il y a une grande pression financière. Fait que le changement de culture est beaucoup de
allons chercher les problèmes, le go to Gamba. On a changé nos valeurs pour vraiment, tu sais, par exemple, on ne mettrait jamais dans des valeurs organisationnelles le sense of urgency, fait que le sens de l'urgence, mais nous, elle fait partie de nos valeurs. OK. À cause qu'on a des valeurs qui sont intégrales, dans le fond, core, puis on a des valeurs transformationnelles aussi, qui font en sorte que pour arriver à doubler notre EBITDA puis augmenter la valeur corporative, ben il y a des choses qu'il faut faire. Fait qu'il faut aller go to Gamba, qui était aller directement sur le plancher, être hands-on, fixer les problèmes pour justement qu'on soit capable d'augmenter notre profitabilité. OK. Puis, comment ça se vit en tant que tel d'un point de vue RH? Puis, tout ça, comment tu réussis à faire percoler ça dans l'organisation? Je peux peut-être te parler d'un projet qu'on fait d'habitude, nous, en culture, à notre site. Là, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Fait que je peux peut-être t'expliquer un peu c'est quoi ce projet-là. C'est qu'on avait fait une formation il y a déjà avec AGCO. Les personnes qui étaient en charge de cette formation-là s'appellent Culture Partner. Il avait montré une pyramide très intéressante qui était, dans le fond, un peu sous un format d'iceberg. Là. Fait que tout ce qu'on voit en termes d'action et de résultats, c'est un peu ce qu'on voit là, à la surface, qu'est-ce qu'on est capable de voir tangiblement presque. Mais en dessous de ça, on a des expériences et des croyances de nos employés qui influencent, en fait, les actions qu'on va être capable de voir. Donc, dans cette formation-là, ce qu'on trouvait vraiment intéressant, puis on l'avait présenté à tous nos employés, là, cette formation-là, c'est que nous, ce qu'on voulait faire, c'est un peu un changement de culture, d'aller voir c'est quoi vos expériences, c'est quoi vos croyances qu'on peut faire différemment pour avoir des résultats qui sont aussi différents. Donc, je peux te donner un petit exemple, là, dans le fond, d'une situation là, qui était arrivée. C'est qu'il y avait un employé qui s'en allait à la retraite un vendredi après-midi. Dans le fond, cet employé-là voulait partir très tranquillement. Il ne voulait pas faire de vagues, il ne voulait pas avoir un party, il ne voulait pas se faire soulever. Il ne voulait pas de gâteau de départ. Il ne voulait pas une belle montre. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le vendredi, il y avait une rencontre avec l'équipe. Et là, il a commencé à parler un peu plus, puis donner un peu plus son opinion. Mais, tu sais, c'était pas un si gros cas. Ce que les employés ont vu, c'est que lui, le lundi, il n'était plus au bureau. Donc là, ça fait une expérience, qui est notre première strate. L'expérience, c'est lui, il a parlé, il n'est plus au bureau le lundi. Donc là, c'est devenu tout de suite une croyance qui était « Oh, OK, si on donne notre opinion avec ce gestionnaire-là, on se fait congédier. » Parce que les gens ne savaient pas qu'il était à la retraite. Exactement. Ça n'avait pas été publié au désir de l'employé. Par respect pour le désir de l'employé. OK. Exact. Fait que là, dans le fond, ce que ça a amené comme action, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel employé qui arrivait, les autres employés protégeaient le nouvel employé. Puis ils lui disaient « Écoute, quand tu es dans ce meeting-là avec cette personne-là, ne donne pas ton opinion. » Parce que c'est ça. Donc, ça donnait, dans le fond, un résultat que du jour au lendemain, en force de même ça a duré plusieurs mois, le gestionnaire n'avait plus de feedback de ses employés. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui nomme, dans le fond, que la vraie situation, c'est parce que tout le monde pensait qu'en donnant son opinion, la personne avait perdu son emploi le lundi. Qui, au final, dans le fond, fait que ça, c'est comme vraiment une échelle sur les perceptions. Fait que nous, ce qu'on cherche dans nos changements de culture, c'est d'aller chercher en dessous de ce iceberg-là. Sont où les expériences, sont où les croyances de nos employés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence puis avoir des meilleurs résultats? Fait que qu'est-ce qu'on fait à chaque année, à chaque janvier? On assoit tous les employés dans une salle. On fait des groupes, bien sûr. Et ça passe autant des employés de manufacturiers qui sont dans l'usine que nos employés de software engineer, la comptabilité. Ce qu'on leur demande, en fait, c'est de nous parler qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou vos perceptions de choses qui peuvent être améliorées et comment on devrait les améliorer. Fait qu'on leur demande de se préparer d'avance. Ils ont tout le temps des petits devoirs à faire et ils arrivent, dans le fond, préparés à cette rencontre-là. On implique aussi les gestionnaires pour que les gestionnaires écoutent le feedback des employés. Et on va faire une sélection ensuite de ce qui est sur quoi on établit qui est une priorité. Fait que les employés ne se sentent pas comme étant des numéros. Leur opinion est acceptée et on fait des actions concrètes. Donc, on va, dans le fond, à chaque rencontre mensuelle, là, c'est plus mensuel, là, mais on les fait comme 5 fois par année. On assoit tous les employés puis on leur montre où est-ce qu'on est rendu avec nos actions. Fait qu'on a des KPI basés sur leur feedback qui nous permettent d'améliorer les façons de faire. OK, donc c'est un mécanisme formel où tu prends le feedback des gens, tu leur demandes sur quoi qu'on devrait travailler,
Puis c'est ça qui détermine votre plan d'action en tant que tel. Fait que les gens se sentent beaucoup plus interpellés parce que ça origine d'eux, en quelque sorte, ou de leurs observations ou de ce qu'ils ont vécu sur c'est eux qui terrain. font le travail, là. C'est eux qui connaissent les solutions pour augmenter. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui va mettre son stamp et dire oui, on va de l'avant. Fait que c'est pas aussi juste les gestionnaires qui sont en charge de toutes ces actions-là qu'on sort. On demande aussi aux employés de s'impliquer. Ils sont impliqués dans plusieurs projets, là. Puis ça, c'est une initiative drivée par les RH. Drivé, oui, par notre site. Nous c'est à chaque année, on le fait. On a des beaux succès. Puis en plus, c'est que c'est la 3e année qu'on l'a fait en janvier. On va le refaire encore pour une 4e année. Et là, les gens savent à quoi s'attendre de plus en plus. Donc, la première année, le monde devrait être plus gêné. Je parle des expériences, puis dans ta culture, les expériences amènent des croyances, des actions. Fait que la première fois, ils donnaient la chance aux coureurs, mais ils étaient peut-être un petit peu moins ouverts à s'ouvrir puis à. En tout cas, la perception que nous, on a comme gestionnaire puis dans l'équipe de gestion, c'est que les employés vont vraiment partager ce qu'ils pensent, puis leur opinion, puis vraiment, ils veulent que les choses fonctionnent différemment, puis qu'on s'améliore. Là. Donc, fait qu'on fait des liens avec ça, les orientations stratégiques, puis ça fait notre plan d'action annuel. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire ANSIA pour la réalisation de ce podcast Leader RH, puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Je pense qu'un peu à l'image puis au parallèle qu'on a fait en début de discussion où tu dis il y a juste quelques personnes dans les réclamations SST qui sont négatives. La plupart du monde veulent rentrer travailler puis ils veulent régler leurs problèmes. Je pense des fois, on se laisse contaminer par des exercices de focus group ou de questions en disant il y en a, ils ne voudront pas, personne ne veut. Mais on sous-estime qu'il y a beaucoup de plus de personnes qu'on pense dans nos organisations qui l'ont à cœur, puis qui veulent donner leur opinion, puis qui veulent participer, puis donner des idées. Il va toujours en avoir des chialeux, puis des récalcitrants, mais il ne faut pas se fermer. Puis, dans le fond, c'est une façon qu'on a justement enlevé ces récalcitrants-là, puis les commentaires un peu plus négatifs, c'est qu'on les oblige à amener aussi une solution. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment, on appelle ça la culture 1 vers la culture 2. Fait que c'est tout le temps ça qu'on fait. Donc, quand il y a une problématique, tu peux pas juste me donner la problématique. Il faut que tu me dises qu'est-ce que tu implantes. Fait que quand on leur demande de réfléchir d'avance puis de se préparer, écoute, il y en a là, que leur devoir, là, c'est des pages et des pages de notes là, qu'ils ont pris. Okay. C'est pas que la compagnie va pas bien, c'est juste qu'ils sont investis. Fait que c'est une courbe normale, ça, c'est une top. Mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment une initiative. Fait qu'ils se préparent, ils arrivent à ces rencontres-là, ils sentent qu'il y a une ouverture, ils sentent que c'est écouté, ça devient le plan d'action de l'organisation. Et par la suite, ils ont du feedback là-dessus, ils savent où est-ce qu'on en est. Hey, on avait priorisé ça, on avait dit ça, voici où est-ce qu'on en est dans le projet, puis on est là. Oh. Puis même des fois, on invite pendant les rencontres qu'on a dans le fond de Town Hall, on invite les employés qui sont en charge, dans le fond, ou impliqués dans un des projets, à venir parler devant tout le monde puis expliquer où est-ce qu'on en est rendu. OK. Tu as parlé de 14 personnes, 3100. Il y a plusieurs établissements, plusieurs sites au Canada. Comment on s'assure, quand on est RH, d'avoir une espèce pas d'uniformité, mais de pratique un peu commune entre nos différents sites? Tu as des sites qui sont plus manufacturiers, des sites plus R&D, distribution, etc. Comment on s'assure d'avoir une meilleure uniformité? C'est une excellente question, puis j'ai pas nécessairement la réponse. Parce que, dans le fond, on a aussi énormément de cultures différentes. Par exemple, tout ce qui est les pays en Europe font partie des Work Council, où on a, dans le fond, presque tous les bénéfices qui sont gérés par le gouvernement. Donc, c'est sûr que pour nous, les vacances, les assurances, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement se comparer avec les pays dans le fond, de leur côté. Je me souviens qu'il y avait une fille aussi qui est venue parler ici de son expérience avec des gens de l'Allemagne, là, qui était quand même, qu'il fallait faire un sondage. Pourquoi moi, je devais regarder ma job? Je trouvais ça spécial. Oui, Marie-Pierre. Oui. Puis c'est ça. Fait que, je te dirais que c'est quand même difficile d'être capable d'offrir, par exemple, les mêmes bénéfices, toute l'expérience employée est quand même un peu différente, là.
Fait qu'on on essaie de focusser où qu'on peut avoir du pouvoir. Donc, justement, par les plateformes de learning, par les façons qu'on peut identifier comme justement la formation de culture. Bien, ça, c'était une formation quand on était chez ACO qui était requis d'être donnée à tous les employés de la compagnie. Je pense aussi que ça part par en haut. Fait que notre CEO, il y a un grand désir de changement et tout ça. Son message est quand même aussi très clair. Donc, c'est un message qui est répété, clair, concis. Et tous les plans stratégiques des compagnies, des différents sites doivent être alignés avec sa vision, ce qui est tout à fait louable. Donc, comme RH, c'est quand même aussi de naviguer là-dedans, d'aider les gens à appuyer le changement. C'est sûr que notre compagnie existe depuis novembre 2024. Donc, on est encore en train de bâtir notre culture. On est encore dans notre période de changement. Fait que je peux pas dire qu'on est capable en ce moment d'offrir une très grande stabilité en termes de culture puis d'offres, mais ouais. Fait que vous êtes une jeune, vieille entreprise. Exact. Parce que C'est ça. une jeune entreprise, mais qui arrive avec du monde qui ont... Fait que là, les montres, ça repart-tu à zéro pour après Non, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Tu dis, Oh my God. Okay. Non, mais nous, c'est le fun. On a un programme qui est avec Amazon, dans le fond. Fait que, au lieu de donner un cadeau, justement, qui est peut-être un peu plus... là, il ne faudrait pas que je dise ça parce que là, les États-Unis avec la guerre avec nous, mais bon, c'est ça qu'on fait quand même. Mais dans le fond, on donne par tranche de une année, 5, 10, 15, 20, 25, etc. On donne 25 $ par milestone. Dans le fond, fait que, mettons 5 ans, mais c'est 125 $. Les gens ont une lettre, une genre de petite cérémonie, puis ils choisissent ce qu'ils veulent sur le site d'Amazon. Puis on le commande pour eux. Fait que ça fait en sorte que les gens choisissent vraiment au lieu ce qu'ils souhaitent. Au lieu on a déjà 3 montres, pas une de plus. C'est ça. OK. Tu as dit c'était ma job de rêve de 5 ans. Oui. Mais qu'est-ce qui était que c'était ta job de rêve? Puis, t'es-tu encore dans ton rêve? Oui. T'es-tu réveillé? Pour vrai, j'adore mon travail. J'adore vraiment mon travail. Vraiment, j'ai pas envie de quitter. Donc, mais pourquoi c'était ma job de rêve? C'est que j'avais envie d'avoir aussi un pouvoir d'influence, de faire partie d'un comité de gestion, d'avoir des one-on-one avec les gestionnaires qui tournaient un peu plus au niveau du côté stratégique que juste du tactique. Donc, ça, c'était comme quand même quelque chose que je voyais qui était plus haut dans ma carrière. J'avais envie aussi de gérer des personnes. Fait que c'est ça. J'avais envie de faire ça, mais je me sentais pas prête au moment que j'ai pris le rôle. J'avais un peu un petit syndrome d'imposteur. Ouais, quelle portion était le syndrome d'imposteur, puis quelle portion t'étais vraiment pas prête? C'est ça. Oui, je pense qu'il y avait quand même un bon... parce que c'est ça, mon premier mandat, c'était de la gestion de COVID, là, ce qui était quand même... très tactique. Très tactique, oui. Après ça, c'était comme de la compensation pour toutes les échelles de salaire pour des employés horaires. Fait qu'on a tout refait comme les plans de carrière et tout ça, ce qui était très intéressant aussi à faire. Mais oui, fait qu'il y avait un peu de sentiment d'imposteur, mais en même temps, j'étais vraiment prête pour les défis que... Je suis une fille qui a de la drive, là, fait que ça me fait pas peur non plus, les challenges. Ah ben, puis c'est quoi qu'il y a sur ta table à dessin? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, mois? Ben oui, parce que c'est sûr que là, on vient de faire un carve-out, mais on a aussi acheté déjà une nouvelle compagnie pour joindre notre division, dans le fond. Là. Donc, une division de Munters qu'on a fait l'acquisition d'eux. Donc, mon prochain mandat, en fait, c'est de gérer l'intégration de ces nouveaux employés-là dans notre compagnie. Fait qu'au niveau ressources humaines, fait qu'il y a l'harmonisation des politiques, l'implantation dans le HRIS, donner accès à nos outils, mais aussi d'écouter c'est quoi, eux, leurs bonnes pratiques. Parce qu'eux arrivent, ils ont leur culture, ils ont un bagage. Ils ont leur façon de faire. Puis... C'est ça. Donc, d'écouter aussi qu'est-ce que ces RH-là peuvent nous apporter aussi comme groupe, là, vu qu'on n'est pas une grande équipe. Nous, on prend toute l'expertise qu'on peut. Donc, pour ma planche à dessin, je te dirais que ça serait... c'est ça, ça va être ça mes prochains défis pour les prochains mois. Vraiment, tu vas avoir du pain sur la planche, sans doute. Oui. T'as encore ta job de rêve, t'as encore un bout à réaliser tout ça. Oui. Vraiment, vraiment le fun. Je nous propose d'atterrir doucement avec une petite carte parfait. qui est issue de notre jeu d'accueil et intégration nouvelle recrue. Je te propose une question dans la catégorie vie personnelle. Fait que tu piges, puis tu réponds. À quoi ressemblerait ta pire coupe de cheveux? Dans le passé, à quoi ressemblait?
Ma pire coupe de cheveux, je dirais, c'est sûrement les cheveux que j'avais comme quand j'avais 9 ans, qui étaient des grandes stripes blondes dans mes beaux cheveux bruns. C'était l'époque ou c'était un style? C'était l'époque, Ouais. le style avec les Backstreet Boys, Spice Girl et tout. Là, ouais, c'était magique. Là. Tu sais, je suis sortie de la coiffeuse avec déjà des rallonges, des repousses. Fait que ouais, je pense que ça va être ça. Bon, garde tes beaux cheveux bouclés. Merci. Garde ça comme ça. Merci beaucoup, Hey, merci Pascal. C'était vraiment agréable. Merci. Pareil.